Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 87e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 30 janvier 2023, notre premier épisode de l'année à la fin du premier mois de l'année. C'est vraiment magique. Salut Tristan, comment ça va? Ça va bien toi? Bien content Yes. d'être là. Ben, bonne année, premièrement. Hey, bonne année, ouais, on va faire comme ça, ça l'était pas souhaité, hein, c'est un gros mensonge par exemple. Ouais, effectivement. Mais bonne année à nos auditeurs, par contre, eux, on Ouais. l'a pas souhaité. Malheureusement, on n'a pas fait d'épisode depuis le début de l'année. On a pris un grand break de Noël et de jour de l'an. Yes. Bien mérité. pour se donner le temps d'aller rechercher les meilleurs invités possibles. Exactement, parce que ceux qui nous suivent savent que maintenant, notre nouvelle formule, au lieu d'avoir des épisodes chaque semaine, c'est de faire des épisodes quand on a des invités pour que ce soit plus pertinent, puis amener des sujets variés, puis des invités dans différents domaines. Donc, vous aurez deviné qu'aujourd'hui, nous aurons donc un invité qu'on va vous présenter tantôt. Le premier de l'année, c'est comme le premier bébé de l'année, hein, c'est la même affaire. Hein. Aussi excitant. Exactement. Fait que juste rappeler nos plateformes en commençant pour ceux qui nous écoutent. Là, on est sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts et SoundCloud. Notre page Facebook Entre deux martinis. On est sur Twitter aussi, @2martinis. Sur Instagram, Entre deux martinis. Et si vous voulez nous écrire un courriel, c'est entredeuxmartinis@gmail.com. Entre deux martinis, tout en lettres. Fait que, Tristan, as-tu quelque chose à nous faire découvrir en ce 30 janvier, mois de janvier qui ne finit plus de finir? J'ai découvert en fin de semaine un gin que je vais essayer dans mon prochain martini. Je l'ai découvert parce que c'était la fête d'un ami en fin de semaine, puis je lui ai offert en cadeau, puis il a fait ni une ni deux, il l'a ouvert, puis on y a goûté. Donc c'est le gin Terre à boire, qui est un gin forestier de biologique qui vient d'arriver en SAQ. Fait que j'ai posé la question aux gentils et sympathiques que j'allais dire commis, mais je pense que c'est un peu péjoratif, un peu diminué. Ça diminue un peu. Spécialiste en boisson. Un spécialiste en vin et en boisson de la SAQ qui m'a dit que c'était vraiment un très bon produit. Donc, ouais, j'ai bien hâte d'essayer ça dans le martini. Sinon, aujourd'hui, moi, j'ai eu des cadeaux à Noël. T'en as probablement eu aussi. Et parmi ceux-là, j'ai eu du gin. Donc, j'ai le gin Radun dans mon martini aujourd'hui. Le gin aux champignons, qui est vraiment très bon. On en avait déjà parlé. J'ai jamais essayé celui-là. Ouais, et puis moi, j'en avais déjà parlé. Là, j'avais fait vraiment une appréciation, à un moment donné, une critique en ayant fait mon martini dans une de nos premières émissions, si je me souviens bien. Puis, ouais, vraiment, vraiment très bon. Un petit goût très subtil de champignons, mais c'est un autre gin un peu forestier là aussi, là, qui tombe un peu sous cette description-là. Okay. C'est ce que je bois aujourd'hui, avec des olives bien plates, avec de la saumure bien plate. Mais voilà. Toi? Ah, that's it. Moi aussi, j'ai eu pas mal de gin, dans le fond, dans le temps des fêtes, parce que moi, en plus d'être Noël, c'était ma fête qui tombait dans ce temps-ci de l'année, fait que j'ai eu quelques gins. Puis un que j'ai très apprécié, c'est le Kilomètre 12. Je sais pas si tu le connais. Ouais, c'est pas la distillerie du Nord-Est ou quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. Là. J'ai pas la bouteille avec moi. Je sais pas c'est quel, mais c'est quelque chose comme ça. Puis il goûte comme un peu pas les algues, là, mais tu sais, marin un peu. En tout cas, il est vraiment super bon. Kilomètre 12, donc à retenir. Puis il y en a un autre aussi que j'ai eu, le nom m'échappe, je vous le donnerai la prochaine fois. C'est il vient en format de 500 ml et non 750. Là. Fait que la bouteille est un peu plus petite, mais il est comme poivré. Il est délicieux. Fait que dans le fond, c'est vraiment le fun que j'en parle comme ça parce que je peux pas vous dire le nom. Mais la prochaine fois, ça sera une surprise. Je vous en parlerai. J'ai eu aussi du botaniste qui était... qui est bon. On a déjà parlé. Mon Dieu, en plus de la bouteille qui est exceptionnellement belle, le gin est merveilleusement bon. Hey, j'ai gardé la bouteille, moi, après, puis je l'utilise pour mettre de l'eau dedans quand je reçois ou tu sais, juste comme une espèce de petite cruche d'eau là, pour... ben ouais, bonne idée. C'est vraiment une belle bouteille. Là. Bonne idée.
Puis ben là, aujourd'hui, non, moi, maintenant, je suis un nouvel homme. Aujourd'hui, je n'ai pas un martini, mais bien un Virgin Caesar. Tu peux-tu nous expliquer pourquoi? Ouais, ben en fait, je vous épargne les détails, mais mettons que mon entrée dans 2023 s'est faite de façon un petit peu abrupte, si on peut dire. Je pense que mon foie, il m'a juste dit calme-toi. Fait que j'ai décidé de slacker un petit peu sur la boisson. Donc la semaine, puis pas que je buvais beaucoup la semaine déjà, là, mais juste me suis dit de plus boire dans le fond jusqu'au vendredi. Fait que maintenant, les lundis, j'essaie de m'en tenir à de l'eau pétillante aromatisée. Mais là, tu fais-tu en plus le 28 jours sans alcool en février? Non. Ok, ça, c'est bien ça. Non, là, la fin de Bien semaine, ça. quand même, n'exagérons rien. C'est une question La fin de d'équilibre. semaine, mettons qu'il est apprécié. Mais par contre, j'ai réduit quand même pas mal là, le nombre de consommations que je prenais la fin de semaine aussi. Puis ça fait du bien, honnêtement. Ouais, c'est vraiment plus d'énergie la fin de semaine et tout. C'est bien agréable. Ok. Ouais. Fait que, mais tu m'as donné une bonne idée tantôt. Je pense que la prochaine fois, je vais acheter, parce qu'ils vendent des gins sans alcool à l'épicerie. Fait que je vais essayer de me faire un Virgin Tini. Oui, on en parlait avant de faire le. Ben, en tout cas, au moins, à tout le moins, sans être complètement virgin, il peut être beaucoup même dilué, là. Parce que le martini, pas le martini, mais plutôt le vermouth, pardon, c'est très, très peu élevé en alcool. C'est Fait que ça. si tu dilues ça avec du jus d'olive, des olives, du gin sans alcool, d'après moi, tu vas avoir quelque chose qui est pas trop loin d'un Casal Domingo, hein. Exact. Fait que, Casal Exact. Puis si jamais c'est vraiment bon, ben qui sait, peut-être que j'essaierai d'acheter une entreprise de gin sans alcool. Oh! Encore une. Hey, puis tes crimes, je pensais que tu serais rouillé. Puis, wow, quelle belle transition. Pas Ouais, tu commences en force, j'aime ça. Ouais, je commence en force. Yes. Fait que, ouais, sur cette belle introduction, en fait, qui amène la présentation de notre invité d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on reçoit Philippe Noulard, en fait, qui est copropriétaire de la parapharmacie depuis septembre 2002. Donc, il a acheté avec un partner cette entreprise. Donc, on va parler un petit peu d'achat d'entreprise, de son parcours et tout, qui est un sujet qui est quand même très intéressant dans l'entrepreneuriat, parce que c'est pas juste de partir des compagnies dans l'entrepreneuriat, c'est aussi d'en acheter des fois. Donc, un bel exemple aujourd'hui qu'on reçoit qui va nous parler de son parcours. Donc, Philippe, si tu veux ouvrir ton micro et saluer les gens, tu es... Ça y est, le micro est ouvert. Je rentre dans le bar de chez Marc-Antoine et Tristan. Yes! Merci les gars de m'accueillir. Bienvenue, certains. Comment tu vas, Phil? Écoute, ça va super bien. Dans un mode, je vous écoutais en début de présentation parler de la nouvelle année 2023 et écoute, j'ai l'impression qu'en fait, moi, la nouvelle année a commencé le 1er septembre avec l'acquisition de la parapharmacie. Fait que je me sens pas tant dans une nouvelle année 2023, mais plus dans une continuité d'une première année en business. OK. Très cool. Mais là, on va pas trop sauter d'étape, là. Avant toute chose, la condition numéro 1 pour être invité, Phil, c'est de nous parler de ton cocktail favori. Fait que je pense que c'est pas un martini dans ton cas, mais c'est quoi le cocktail que tu veux nous présenter? Parce que Phil nous a envoyé la recette avant. On a eu la recette, mais c'était un roman quasiment. Ouais, ça impliquait un chalumeau. Je me sentais dans l'espace cocktail de la SAQ, puis j'étais comme pas prêt à ça. Je lisais le courriel, puis ça goûtait. Ouais, ça oui, par exemple. Vous êtes cute, les boys. Mais en fait, regardez, je vais vous faire ça simple. Il y a une mise en contexte. Puis Tristan, en fait, j'essayais de faire appel à ta mémoire. Il y a quelques années, dans notre industrie des produits de santé naturels, j'ai eu la folle idée à Montréal de lancer un party de l'industrie qui s'est appelé les Parties Mixo. Oui, puis c'était celui. Ah oui. Ouais, OK, ouais, ça me revient. Tu vois, ça revient. Ouais. Donc, dans ces parties-là, l'idée, évidemment, Party Mixo, ça dit mixologie, c'était des
des parties dans un environnement éclectique. On a fait ça à la Fonderie Darling, on a fait ça à la SAT. Évidemment, le centre de la soirée, c'était de déguster des drinks classiques, donc des martinis, des old fashion, des gins, mais toujours ajouté avec un ingrédient spécial d'un des partenaires. Évidemment, des partenaires dans l'industrie de produits de santé naturelle, c'est sûr qu'on ne pouvait pas mettre des capsules dans les drinks, donc il fallait trouver des partenaires qui ont des formulations liquides. Et puis, on a essayé plein de choses. Puis, dans le fond, grâce à un fournisseur là, qui nous a aidé à faire les mix, on a été capable là, de trouver des formules de produits de santé naturelle qui ont un style bitter. On a trouvé, exemple, avec le Bioca, une façon de réinventer les pina coladas, et j'en passe. Fait que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu une déclinaison du premier drink que j'ai créé en collaboration avec la mixologue à l'époque, qui est le Old Fashion Officinalis. Officinalis, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire là, pour monsieur, madame, tout le monde? Là? C'est finalement l'utilisation des plantes et des herbes à des fins médicinales. C'est ça que veut dire le terme officinalis. Puis dans mon drink, ben dans le fond, je fais juste remplacer les bases qu'on connaît d'un old fashion avec ce qu'on appelle une teinture, donc une macération de plantes dans l'alcool qui fait le goût bitter. Fait que ça, c'est vraiment la base. Puis le sirop de sucre, au lieu de prendre ou de faire un sirop de sucre, qui est souvent fait à partir d'un sucre raffiné, ben on peut prendre un sirop de bouleau. Et là, vous allez me dire, ben on trouve ça où, là, à part d'aller dans le bois puis de se tailler un bouleau? Mais c'est pas nécessairement l'objectif. Le but, c'est que maintenant, il se vend à peu près dans tous les magasins, peut-être raffinés ou sinon les places à cocktails. Il se vend un sirop de bouleau qui s'appelle Gourmet Sauvage. Puis c'est une compagnie des Laurentides qui, dans le fond, récolte carrément la sève de bouleau. Ils vont faire une décoction et c'est vraiment très bon. Ça donne un petit goût sans être trop prononcé. Fait que ma recette est simple. Dans le fond, on y va sur un classique du Old Fashion, ce qui veut dire que on peut fumer son verre. Ça veut dire qu'on peut y aller avec des copeaux de pommier ou n'importe quel bois qu'on trouve, là, honnêtement, là, chez vous. Là, ça peut être de l'érable, ça peut être du pin, si on veut. Là. L'idée, c'est de prendre le temps de juste brûler un peu quelques copeaux de bois, puis de faire fumer le bois, puis de mettre le verre par-dessus. Ça va faire l'effet smoky, là, finalement, du verre, là, et ça va vraiment parfumer le verre. Après ça, on y ajoute les 3 gouttes de bitter. Donc, ça peut être un bitter commercial, mais dans ma recette, je remplace le bitter commercial par une teinture de la compagnie La Clé des Champs, qui est une herboristerie établie dans les Laurentides. Et je prends leur Drastix, mais on pourrait prendre aussi le Chardon-Marie. Marc-Antoine, je t'entendais tantôt te parler de problème de... Ouais, ça c'est bon pour ça. Écoute, c'est le produit, c'est la plante par référence pour tout ce qui est problème hépatique, là. Donc, mais avant tout, c'est un bitter. Donc c'est une plante qui est amère et c'est une plante qu'on utilise vraiment pour soigner toutes les conditions au niveau du foie, au niveau digestif. Mais dans un drink, c'est super bon si on l'utilise comme bitter. Fait que tu prends le Chardon-Marie ou sinon, ce que je vous conseillais au début, le Drastix ou sinon l'Hydraste du Canada, qui est un bitter super fort, mais lorsqu'on en met 2-3 gouttes dans un drink, ben, il fait vraiment sa job de bitter. Puis en plus, ben c'est antiseptique, c'est antiviral. Ouais, c'est ça. En Hydraste, c'est plus pour le système immunitaire, par exemple. Là, je me souviens bien. Là. Ouais. Okay. Exactement.
Fait que premièrement, c'est le fun à raconter dans l'histoire de ton cocktail quand tu le sers, parce que les gens vont faire comme ouais, en plus d'être bon, ben ça peut me soigner entre guillemets. Le boulot, donc je disais, on a fumé le verre, on a mis 3 gouttes de bitter, on met un 15 ml de sirop de bouleau ou de sirop de sucre si on trouve pas de sirop de bouleau. Mais le sirop de bouleau va vraiment donner son petit goût de sève. Il va venir rehausser finalement le drink. Une fois qu'on a mis ça, on va secouer avec une cuillère à cocktail, là, n'importe quelle cuillère. Bref, l'idée, c'est de mélanger le bitter avec le sirop. On met ses glaçons. Moi, je tripe vraiment. Là, je le cherche d'ailleurs, le fameux moule là, pour faire, tu sais, les fameux gros glaçons carrés. Là. Moi, j'ai Je pas pensais ça. à dire en boule. Il y en a Il y en a en boule aussi, là. Ouais. Mais, Ouais. Tu sais, il y a quelque chose, tu sais, c'est très bon. mais c'est sûr, d'après moi, je veux pas leur faire une pub, là, mais je vais en faire une pareille parce que c'est le nom, faut que je le dise. Mais chez Doyon Cuisine ou Doyon des Prés, je pense que ça s'appelle maintenant. Là, d'après moi, tu vas trouver ça. Là. C'est un gros fournisseur d'équipements de cuisine, de bars, de restaurants ouverts au public. Là. Ben écoute, c'est noté. Je me cherche vraiment ce gros glaçon-là, mais si on n'a pas le fameux gros glaçon là où on dépose ça dans le verre, ben on se prend n'importe quel glaçon, on en met 3-4, on secoue encore, puis après ça, ben on met son bourbon. Moi, je préfère le bourbon. Je suis un puriste dans mes old fashion. Il y en a qui vont prendre un whisky. Honnêtement, pourquoi gaspiller quelque chose qui vaut une petite fortune, un whisky ou un scotch? Allons-y avec un bon Marker Arc qui est un classique. On met à peu près 50 à 60 ml de bourbon. Fait que ça vous donne un peu le ratio. Puis après ça, très important, le zeste d'orange. Ça veut dire on s'épluche un zeste d'orange, puis on le fait chauffer soit avec un briquet ou un chalumeau de cuisine. Vraiment pour extraire les sucres du zeste. Puis on met ça dans le verre, puis à partir de là, messieurs, vous avez le typique Old Fashion Officinalis. Du bonheur en bouche. En plus de guérir ton foie. Wow. Et voilà. Hey, je t'aide pas, là, Marc-Antoine, là, pour te faire pour t'inciter à être sans alcool, mais... Ah, non. Non, mais écoute, faut y aller par étapes. Mais moi, je vais te dire, Phil, je te donne la palme. Ça fait 87 épisodes qu'on fait. On a quand même eu pas mal d'invités. C'est la recette la plus longue la plus élaborée, puis la plus... Mais c'est hot, là, par exemple. J'ai jamais eu de coude aussi élaboré que ça. Là. Tu sais, parce que nous autres, on fait des martinis. C'est quand même simple. Là. T'as besoin de 3-4 ingrédients, complexe, on s'entend. Là. Mais wow, c'est malade. Fait que je pense qu'on va même... On les essaie avec des variantes. Tristan a déjà essayé avec des olives Kalamata. Ouais, c'est pas très bon, mais faites jamais ça. Ah ouais, avec le jus d'olive Kalamata en plus, c'était dégueulasse. Ça devait de l'air d'un fond de slotch ton verre. Ouais, c'est ça. Ça avait de l'air de la boîte, de la gadoue. En tout cas, bref. Mais non, très cool. Puis je pense, écoute, on va... Parce que tu nous as quand même envoyé la description de ton cocktail. Je pense qu'on pourrait même la mettre sur notre page Facebook. Hein. Ah, on pourrait, effectivement. C'est une photo, Phil, à nous envoyer de ça. J'imagine que tu dois avoir ça peut-être dans tes archives, là, vu que tu avais fait un party sur cette thématique-là. Tu pourrais nous envoyer ça, on va le publier. Hein. Ouais. Absolument, je vous trouve ça. That's it. Cool. Mais notre blog, même si notre nom porte à confusion entre deux martinis, c'est pas ici un podcast d'alcool, c'est un podcast plus business. Donc, retournons du côté business. Phil, dans le fond, ton entreprise que tu as achetée qui s'appelle la Parapharmacie, tu peux nous expliquer en fait brièvement ce que c'est la Parapharmacie. J'imagine que vous avez le site web, c'est bien lapara.ca. Exactement. Donc, qu'est-ce que la Parapharmacie et un petit peu ton parcours qui t'a mené à l'acquisition de cette compagnie-là en septembre 2022? Absolument. La Parapharmacie, on la trouve en fait pignon sur rue sur Avenue du Parc, tout proche de Saint-Viateur. Donc, on est vraiment dans le Myland. Petit pignon sur rue, quand on y passe, on voit le logo, la Parapharmacie, on voit une vitrine avec une multitude de produits.
Mais il n'y a rien de tape à l'œil. On n'a pas acheté le magasin d'expérience de magasinage sur place. En fait, la parapharmacie Pignon sur rue, c'est principalement un comptoir de consultation et pour nous, un entrepôt. Parce que 86% de nos ventes sont faites en ligne. Donc, on est vraiment un dispensaire de produits de santé naturelle et de produits hygiéniques en ligne. On vend à travers l'Amérique du Nord. On a des clients autant, en fait, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Donc, la parapharmacie, là, en tant que telle, Pignon sur rue, c'est vraiment, comme je vous expliquais, un comptoir de consultation où on a une équipe de professionnels qui, eux, alimentent le blog, alimentent les réseaux sociaux de contenu, mais ils font aussi du service sur place. Ce qui est sympathique, c'est que quand on a fait l'acquisition de la parapharmacie, on se posait la question, est-ce qu'on garde ce local-là sur Avenue du Parc où on ramène toutes les opérations dans notre deuxième entreprise que je vous parlerai un petit peu plus tard. Puis, finalement, on s'est dit, on va se donner 6 mois pour évaluer le fonctionnement des opérations de la parapharmacie au niveau du magasin en tant que tel, de l'entrepôt. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la parapharmacie, son pignon sur rue, est vraiment un acteur dans la communauté du Maryland. Donc, on attire plusieurs nationalités, vraiment de tout genre, de tout type, qui ont entendu parler de la parapharmacie à travers les années. Parce que ça fait quand même 10 ans que la parapharmacie existe. Quand nous, on l'a acheté, là, la parapharmacie, en fait, fêtait ses 10 ans. Et puis, on a vraiment une clientèle multiethnique qui ont des influences autant d'Afrique, du Nord, de l'Europe, des pays de l'Est, qui viennent avec leur propre culture de la santé au naturel. Donc, qui arrivent avec leurs propres questions sur moi, je prends tel produit pour telle condition de santé, ma mère ou mon médecin dans un pays X de l'Europe me proposait ce protocole-là. Est-ce que vous l'avez? Ben ça permet à la parapharmacie d'avoir une très grande ouverture sur l'offre à travers ce qui se fait dans le monde. Puis, nos naturopathes, nos homéopathes qui travaillent en consultation au comptoir, ils sont très ouverts à tout ce qui est demandé par la clientèle, puis ça nous permet de rentrer des lignes de produits que d'autres ne tiendront pas parce qu'ils n'ont pas nécessairement ce même type de demande-là. Grande parenthèse, là, mais ça, c'est le côté pignon sur rue, mais quand je vous disais 86% des ventes sont en ligne, ça veut dire que ça nous prend vraiment un entrepôt, puis une gestion au niveau des commandes. Une gestion d'opération vraiment efficace pour être capable de livrer dans un délai raisonnable et non pas dans un délai de grande entreprise comme Amazon. Donc, il fallait établir en fait nos standards de c'est quoi une livraison lorsqu'on achète à travers la parapharmacie. Donc, ça aussi, ça a été tout un processus là, d'apprentissage pour mon partenaire et moi parce que, évidemment, notre crainte, c'était de dire on ne sera jamais capable de faire des livraisons en 12 heures ou en 24 heures, comme la tendance du marché en ligne le commande puis le demande en ce moment. Ouais. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, la parapharmacie en ligne, c'est un dispensaire pour les thérapeutes. Donc, que tu sois nutritionniste, que tu sois chiropraticien, que tu sois naturopathe ou herboriste, dans le fond, on a acquis avec la parapharmacie un très grand réseau de thérapeutes qui se sont affiliés finalement à la plateforme lapara.ca et ils utilisent en fait la plateforme en ligne
comme dispensaire. Un dispensaire, dans le fond, comme clinique. Et au lieu de gérer leur inventaire dans leur bureau, ils nous laissent gérer l'inventaire. Donc, ils n'ont pas besoin de tenir de magasin, ils n'ont pas besoin de tenir d'inventaire. C'est nous qui gérons leur inventaire pour eux. C'est un peu, je t'arrête 2 secondes, c'est un peu une formule de dropship dans le fond, là, de ce qu'on voit un peu partout là aussi, là, c'est ça? Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Ouais, exactement. Dans le fond, nous, notre formule B2B vers les thérapeutes est vraiment montée sur le principe que je t'ouvre un compte comme thérapeute, gère ton inventaire, je vends à tes patients et à partir de là, je te donne une ristourne à la fin du mois sur les ventes que tes patients vont avoir les ventes que tes patients vont avoir fait à travers la plateforme. Fait que ça fonctionne très bien parce que finalement, le thérapeute, il est vraiment dans un mode où il se concentre sur ses consultations puis il réfère à l'apparat. Fait que ça, c'est le modèle vraiment qui est le fondement de la parapharmacie là, en ligne. Puis tout le B2C, ben, toutes les ventes directes aux consommateurs, ben, on pousse finalement à travers les réseaux sociaux puis à travers des envois de courriels de masse. On pousse des campagnes de mise en marché où on fait beaucoup de l'éducation auprès des consommateurs. Puis eux, ils nous voient comme un mélange entre la pharmacie, la clinique, puis le magasin de produits santé naturelle. Donc, ce qui fait notre force, c'est que le consommateur, il sait que lorsqu'il appelle à la parapharmacie ou lorsqu'il écrit sur le chat ou lorsqu'il se présente, ben, il y a toujours une équipe de thérapeutes qui sont sur place pour répondre aux questions, il y a du support, puis exactement. Cool. C'est comme le Alibaba du supplément, ouais. Mais vous, est-ce que c'est vous qui les produisez ou vous faites faire à l'externe? Ben là, on a à peu près l'équivalent de 5000 différents produits qu'on vend. Donc, c'est au-dessus de... écoute, on a à peu près 400 différents fournisseurs actuellement qui sont pour la plupart des marques professionnelles. Donc, à ta question, non, on ne produit pas, on ne fabrique pas pour la vente. La plupart des produits viennent de manufacturiers. Nous, notre critère, par exemple, c'est qu'on s'est spécialisé dans les produits professionnels. C'est quoi un produit professionnel comparativement à un produit de masse? Ben, dans le fond, on achète de nos fournisseurs des lignes qui sont pratiquement uniquement recommandées par les thérapeutes ou des lignes qui sont disponibles uniquement pour les thérapeutes. Donc, il faut absolument qu'un thérapeute fasse une recommandation à son patient pour que nous, on puisse ouvrir un compte auprès de ce manufacturier. Ça crée une distinction. Fait que c'est là où on est entre, comme je vous disais, la pharmacie et le magasin de produits de santé naturelle. L'autre chose aussi, c'est où on se distingue, à ta question, Marc-Antoine, c'est qu'on fait des formulations nous-mêmes par notre compagnie sœur. Donc, mon partenaire est le propriétaire de Herba Santé, des entreprises d'importation Herba Santé. Et ça, c'est un manufacturier de produits de santé naturelle. Et il est spécialisé vraiment dans de la formulation homéopathique et de suppléments. Donc, c'est sûr que ça nous donne un avantage là, en termes de gestion d'opération verticale où on reçoit une commande, une formulation exclusive, puis ben, nous autres, on la fabrique et le lendemain, elle est prête. Donc, ça nous permet de desservir vraiment les thérapeutes rapidement, puis d'avoir vraiment une valeur ajoutée et quasiment exclusive là, sur le marché. Parce qu'on fabrique vraiment selon la demande des thérapeutes. C'est du custom un peu. Oui, c'est du custom, exactement. Est-ce que tu connaissais quelque chose dans ça avant d'acheter ça? Ouais, mais c'est ça, parce que, tu sais, là, tu nous parles tout de ton acquisition, on va y revenir. T'as l'air d'un pro, là. Ouais, mais on va y revenir, c'est juste de, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce move-là, puis d'où t'es parti, c'est quoi ta formation, ton cheminement, moi je le sais un peu, mais juste pour le bénéfice de Marc-Antoine, de ceux qui nous écoutent. Ouais. Ouais, tu sais,
il n'y a pas de bon parcours, puis il n'y a pas de parcours atypique non plus. Moi, je te dirais que à la base, je me suis toujours décrit un peu comme un intrapreneur. Là, je pense qu'on peut partir là, dans tous les débats sur qu'est-ce que l'intrapreneur versus l'entrepreneur, mais je me suis toujours vu comme une personne qui était passionnée et curieux à l'intérieur des jobs que j'ai occupés. Et ça te définit comme personne, je pense, avant même de te lancer en affaires. Moi, j'ai toujours eu cette fibre-là de la curiosité, la passion de ce que j'avais comme emploi. J'ai un bac en communication multimédia, puis j'ai un bac en marketing. Fait que quand j'ai sorti l'université il y a beaucoup trop d'années, Ouais, OK. On parle plus là, de l'année à laquelle je suis sorti de l'université, mais quand je suis sorti de l'université, j'ai été super chanceux. J'ai travaillé en agence de publicité. J'ai travaillé après ça du côté du commerce de détail pour Sport Expert à l'époque, avant que ça soit racheté. Et ça a été vraiment, pour moi, des écoles, des fondements finalement de ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire que je suis rentré dans la Ligue des grands, je suis rentré dans vraiment la bonne gestion manufacturière, la bonne gestion d'entreprise, où on m'a vraiment montré finalement qu'est-ce qui était un poste de marketing, un poste de stratégie commerciale. Puis, partant de ce bagage de formation-là et d'expérience de travail, la vie m'a amené à faire un choix sur est-ce que je reste à Montréal ou je déménage dans un endroit qui était mon petit Eldorado à l'époque, là, qui est les Laurentides. Et comme je faisais beaucoup de compétitions de vélo, de montagne, de la course, pour moi, c'était comme un inévitable. J'étais tanné de tout le temps faire le voyagement entre Montréal et les Laurentides. Ma compagne de l'époque, elle me dit pourquoi on va pas déménager entre Saint-Jérôme et point d'interrogation. Et moi, ça a été catégorique. J'ai dit écoute, Saint-Jérôme, non. J'ai rien contre Saint-Jérôme. Salut à tous les gens de Saint-Jérôme. On va faire attention, mettons. Ouais, c'est ça. Mettons qu'il y a des. Hey, ça se peut qu'il y ait bien des clients de la parapharmacie à Saint-Jérôme. Ouais, c'est aussi, ça. on va faire attention. Fait que salutations à tous. Et en fait, non, ça a été pour moi, mon coup de cœur, c'était Sainte-Adèle. C'était comme ma zone limite de. C'est ce qui est le plus réaliste dans le voyage. Trop loin où c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est juste le correct. C'est un 4-5-0 correct. Fait que je me suis retrouvé à Sainte-Adèle, on the beach, il y a 20 ans, imaginez. Je suis tombé amoureux de Sainte-Adèle. Et puis... Attends, je t'arrête 2 secondes. Il y a 20 ans, tu parlais que tu étais chez Sport Expert à l'époque, parce que moi, je le sais par après, là, les bureaux étaient-tu à Laval aussi de Sport Expert? Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, en fait, quand je suis parti des agences, ça, c'était vraiment Montréal-Centreville. Après ça, déjà, j'ai commencé à faire un premier move vers l'extérieur de Montréal avec Sport Expert. Quand ça s'est présenté dans ma vie, je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir dire, écoute, j'ai pas à me rendre dans le centre-ville, j'ai juste à traverser un pont. Puis, j'étais dans une méga entreprise qui est Sport Expert. Ça me permettait de réaliser mon rêve de déménager donc vers Sainte-Adèle puis de me dire que c'était encore réaliste au niveau du transport. Ça, c'est avant les cônes oranges. Ouais, OK. Et puis là arrive la construction de la 640, en fait, là, la refonte de la 640. Le transport est complètement fou. Ce qui me prenait 45 minutes, même pas, de transport, m'en prenait maintenant 1h30, 2 heures quasiment. Et tout ça arrive avec la famille, mes 2 enfants. À un moment donné, je me dis, les compétitions aussi là, de course et de vélo, je fais, OK, il faut que j'arrête, il faut que je me place, tu sais. Et puis c'est là où se présente finalement la Clé des Champs, qui est l'herboristerie à Val-David. Et la fondatrice, la présidente encore aujourd'hui, me tend la main et me propose un poste là, à l'époque, c'était direction du marketing.
C'était très vague pour elle. C'était pas vague pour moi, mais je savais pas trop comment me positionner en direction du marketing dans une herboristerie. Parce que, premièrement, c'est quoi une herboristerie? Ben, c'est une ferme qui fabrique des produits de santé naturelle à base de plantes. Dans le fond, c'est ça, tu sais. Je me disais, my God, je m'en vais travailler dans une ferme. Je trouvais ça spécial. Je me voyais un petit peu en robe en terre cuite avec des sabots, là, en train de dire je vais faire du marketing. En train de faire brûler de l'encens, puis... Ouais. OK. Puis, bon, je vous dis pas que j'ai pas vécu ce genre d'expérience-là, mais... Mais attends, je t'arrête 2 petites secondes. Parce que, tu sais, t'étais chez Sport Expert, puis je veux dire, on a... Tu sais, pour la petite histoire, puis pour... tu sais, on a évolué, puis on évolue encore, toi puis moi, dans la même industrie. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme la propriétaire, la fondatrice de la Clé des Champs, se retrouve à te connaître, toi, qui travaille chez Sport Expert? C'est quoi le lien? C'est quoi le... C'était par personne interposée, c'est vraiment du bouche à oreille. En fait, la propriétaire connaît très bien une amie de la famille, puis à partir de là, ben, elle entend que je suis en recherche pour me rapprocher des Laurentides au niveau de l'emploi, puis ben, on s'appelle, super belle conversation, on arrive à se dire, ben écoute, il faudrait peut-être se rencontrer. À l'époque, les bureaux, écoute, c'était tout petit, c'était dans un local un peu miteux. Je me rappelle même ma première entrevue en me disant, hey, vraiment, là, je m'en viens travailler dans ce genre d'environnement-là, jusqu'au moment où j'ai mis les pieds dans le jardin. Et j'ai réalisé c'était quoi une entreprise qui fabrique des produits de santé naturels. Si vous n'avez pas visité, les gars, les jardins de la Clé des Champs, je pense que pour tous les auditeurs, là, c'est quelque chose qui marque vraiment parce que c'est là où tu te rends compte premièrement, il y a ce côté unique des jardins de la Clé des Champs, mais il y a aussi le côté... il y a une fierté de dire qu'au Québec, on a un endroit où c'est un jardin qui fabrique, qui cultive et qui fabrique des produits qui vont prendre soin de notre santé. Ça m'a comme marqué, puis je me suis dit, mais il y a tellement de marketing à faire là-dedans. Puis le marketing, pour moi, ça résonnait éducation. Fait que là, de éducation vient le ouais, mais attends une minute, si je veux parler, moi, de plantes médicinales, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que, tu sais, on s'entend, là, moi, je viens de stratégie commerciale, de Sport Expert. Moi, je suis habitué de vendre des bâtons de hockey, puis des patins, puis des bâtons de golf. Et là, je me retrouve dans un jardin à parler de plantes médicinales. Fait que, j'étais allé faire ma formation d'herboriste, que j'ai pas terminée, mais j'étais allé faire ma formation. Et ça m'a ouvert vraiment sur l'univers dans le fond, des produits de santé naturels et tout ce qui était finalement ce qu'on appelle dans notre jargon la médecine complémentaire. Ça veut dire être capable de se soigner entre le bon bouillon de poulet de notre grand-mère puis l'urgence. Ouais. Il existe un univers là, où les gens peuvent faire un choix de se prendre en main entre ces deux univers, qui est le bouillon et l'urgence. Et c'est là où c'est présenté à moi ce qui est jusqu'à aujourd'hui mon industrie qui m'a accueilli, dans laquelle je me suis éduqué, je me suis formé, j'y ai travaillé comme entrepreneur, comme passionné, comme curieux, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait des formations de d'autres manufacturiers, j'y assistais. J'ai parcouru le Canada au complet, de fond en comble, plus d'une fois, à rencontrer des détaillants qui me parlaient de leur réalité, de leurs besoins. On a eu la chance, Tristan et moi, de faire plusieurs salons aussi, des salons de trade show, des salons commerciaux. Puis, en parlant avec chacun, on entendait nos réalités au niveau de chacune des business pour lesquels on travaillait à l'époque. Puis ça m'allumait vraiment de me dire, hey, tu sais, la communauté que j'ai dans mon village à Sainte-Adèle, sur lequel je me suis beaucoup impliqué, ben, je me disais, comment je peux aller à une échelle plus grande, faire une différence dans cette communauté-là? Et c'est là qu'a commencé à germer
Mon Dieu, j'ai l'impression que je fais un jeu de mots avec mon mot germer, mais c'est là qu'a commencé à germer l'idée de me partir en affaires finalement dans cette industrie. C'est vraiment comme ça l'idée là, de me dire, hey, je pourrais être moi-même un entrepreneur dans l'industrie des produits de santé naturelle. Mais là, la question, c'était comment et de quelle Qu'est-ce façon. que je fais qui n'existe pas? Ouais, puis on est rendu en quelle année quand ça te frappe ou quand ça te... Il y a à peu près 5 ans. Il y a à Ok. peu près 5 ans, là, j'ai vraiment un appel. Donc, ça faisait déjà 10 ans là, que j'étais, 10 ans, 11 ans que j'étais à la Clé des Champs. J'avais fait le tour, j'ai occupé plusieurs postes là, de l'adjoint à la direction générale, à la direction des ventes, direction vente marketing, service clientèle. Évidemment, j'étais impliqué dans à peu près toutes les décisions de l'entreprise. Et là, j'avais vraiment fait un survol de qu'est-ce que les opérations dans une entreprise, puis évidemment, qu'est-ce que notre industrie de produits de santé naturelle. Puis là, à un moment donné, pouf, il y a un flash. C'est quand je suis en discussion avec mon partenaire actuel, donc Patrick Toledano, qui est le propriétaire des entreprises Herba Santé. À l'époque, il y a 5 ans, je lui raconte un peu mon histoire et je lui dis, écoute, j'aimerais ça un jour partir en affaires et je me voyais pas partir du côté manufacturier parce que les étapes sont trop grandes. Tu veux dire, attends, juste, tu veux dire, tu ne te voyais pas de bâtir de zéro une entreprise Exactement. qui manufacturerait ses produits, là. Ouais, je me voyais pas partir de zéro parce que je voyais finalement les gens autour de moi qui le font et qui l'ont fait. Et je trouvais que la charge était beaucoup trop énorme. Bravo, chapeau à tous ceux qui l'ont fait. Mais dans mon cas, je me disais, je pense que j'aimerais mieux travailler dans mes forces, qui est le commerce au détail. Parce que mon background, comme je vous l'ai expliqué, vient de là. Fait que j'étais de même, je me dis, donc, comment je peux arrimer le côté stratégie commerciale au niveau du commerce de détail et comment je peux aller amener finalement ma signature dans l'industrie. J'ai une petite question, je t'arrête 2 secondes. Parce que tu sais, t'as travaillé avec Sport Expert, tu disais que ça a été très formateur au niveau de... Qu'est-ce que des entreprises comme ça, une entreprise solide comme Sport Expert, puis après ça qui a été vendue, parce que j'imagine que la structure devait être exemplaire, l'organisation devrait être, ça devait être réglé au quart de tour. Qu'est-ce qu'une industrie comme celle-là, l'industrie des articles de sport, tout ce qui est récréatif, a à enseigner à une industrie un peu marginale comme les produits naturels? Puis tu sais, qu'est-ce qui a fait le pont pour toi, qui a fait que tu as eu cette mission-là que tu t'es donnée de faire bloomer l'industrie, tout ça? Là? C'est une super bonne question, hein, Tristan. Puis, je vais remonter à mes études. Encore aujourd'hui, souvent, quand on m'appelle ou lorsque j'ai des échanges avec des collègues sur des défis en entreprise, souvent, c'est toujours la même chose qui revient, c'est le sens organisationnel. Ça veut dire que tu peux pas penser gérer une entreprise ou même être un entrepreneur, un employé modèle dans une entreprise si tu n'as pas ce sens organisationnel ou si l'entreprise n'a pas une méthode organisationnelle. C'est quoi ça? Mais c'est à la base avoir un organigramme, avoir des cahiers de charges, des procédures, des lignes de budget, définir finalement un calendrier d'opération. C'est des mots qui résonnent, là. C'est des mots, j'ai l'impression d'être devant une classe de 40 élèves à l'université, là, mais quand on m'a appris ça, j'aurais jamais pensé en sortant de l'université que
des vingtaines d'années plus tard, j'allais dire dans un podcast que c'est ce qui, selon moi, est le fondement de une bonne entreprise. Si tu as un sens organisationnel, une méthode organisationnelle, comme Sport Expert me l'a donné, me l'a montré, m'a formé, je suis sorti de là et j'étais hyper outillé. Et dans n'importe quelle entreprise où j'ai travaillé par après, j'ai toujours apporté ce sens organisationnel. Ça veut dire, les employés avec qui je travaille, mes collègues, je devais comprendre c'était quoi leur rôle, leur responsabilité, la définition des tâches. Je devais établir un calendrier avec une série d'actions à être posées qui étaient au préalable ancrées dans un budget qui était super bien défini. Puis ça, encore aujourd'hui, dans le défi qui est la parapharmacie en tant que start-up, parce que dans le fond, même si on a une entreprise qui a 10 ans d'expérience au niveau de l'expérience avec ses clients, pour nous, c'est une start-up. Fait que quand on est rentré, ben, on est rentré, puis il y avait... Mais attends un peu, ça a 10 ans, puis là, ben, les propriétaires actuels ont décidé qu'ils voulaient vendre, ou parce que tu les connaissais? Comment tu as trouvé l'opportunité? Ben, écoute, Marc-Antoine, ta question est à point parce que, en fait, l'histoire de l'apparent, c'est, premièrement, l'apparent, là, je vous ai expliqué que je me cherchais une mission, une signature, mixer mes forces et ce que j'étais. Mais sans partir de zéro. Sans partir de zéro, l'appareil avait pas popé là, dans mon esprit. Je connais très bien l'industrie, je savais à peu près tout ce qui était sur le marché, mais la parapharmacie ne s'était pas présentée à moi jusqu'au moment où finalement mon partenaire, Patrick, reçoit un appel du propriétaire à l'époque. Et en fait, le propriétaire... Puis, attends un peu, excuse-moi, juste avant, oui, ton partenaire, tu étais déjà partenaire avec dans ton autre business? Non. Patrick, il est propriétaire unique des importations Herba Santé. En fait, moi, j'étais son consultant à l'époque. Donc, quand on s'est parlé, là, si on revient dans mon histoire, là, quand on s'est parlé il y a 5 ans, Patrick et moi, Patrick m'a tendu la main en disant, écoute, tu quittes la Clé des Champs, j'aimerais ça t'engager comme consultant. Fait que j'avais une entreprise, en fait, enregistrée, même incorporée à l'époque, qui était un peu une coquille, qui servait plus de fiscalité et de comptabilité. Puis j'ai utilisé carrément cette entreprise-là pour développer des services de consultation. Et là, j'ai vraiment proposer tout ce qui était stratégie commerciale, donc méthode organisationnelle. Puis, un de mes clients principaux a été les importations Herba Santé. Donc, le lien, il est là avec Patrick. On a fait quelques mandats ensemble et pendant un des mandats, l'appel donc de l'ancien propriétaire de la parapharmacie se présente et il dit écoute, j'ai analysé à peu près tous les types d'entreprises à qui je voudrais vendre la parapharmacie et je crois que les importations Herba Santé seraient le modèle idéal. Le modèle idéal parce que vous fabriquez des formules homéopathiques, des suppléments de façon custom déjà aux thérapeutes et vous avez déjà un bassin de thérapeutes qui font affaire avec vous. Fait que, bon, l'appel rentre. Patrick est surpris. Il n'était pas dans un mode non plus d'acquisition, mais mon partenaire a toujours eu cette fibre entrepreneuriale de on dit jamais non, on reste ouvert, puis on évalue l'opportunité. Fait que tout de suite, il me tend la main en disant écoute, Philippe, veux-tu faire l'analyse de cette compagnie-là pour moi? Fait que c'était dans un mandat de consultation. Je fais l'évaluation de l'entreprise. Donc, on part vraiment du début. Le due diligence, on signe une entente de confidentialité. À partir de là, on partage les bases qui donne-moi tes états de résultats. Ton dernier bilan financier, tes ventes,
ta liste de clients actuels, tes coûts d'inventaire. Dans le fond, c'est honnêtement le début d'une analyse de l'achat d'une entreprise, c'est un peu plate, mais en même temps, pour moi, c'est hyper excitant parce que c'est des chiffres, c'est des spreadsheets, là, c'est des tableaux Excel où finalement, on essaye de se faire une tête avec tous les chiffres qui sont donnés, puis c'est là que tu te rends compte, chaque entreprise a sa manière de structurer. On parlait de méthode organisationnelle. Chaque entreprise a sa manière de structurer ses lignes de dépenses, ses lignes de revenus. Fait que, c'est d'être capable de standardiser toute cette information-là, puis d'arriver à dire, bon, ben, est-ce que j'ai devant moi, premièrement, une entreprise qui est en santé? Ce qui est quand même spécial, c'est que je ne sais pas si dans vos autres podcasts des 2 dernières années, vous l'avez déjà entendu, mais tu sais, les 3 dernières années de pandémie, c'est peut-être pas le meilleur moment pour évaluer la santé d'une Ouais, entreprise. mais écoute, ça faisait. Tu brûles un peu les étapes, mais j'avais cette question-là pour toi. Je veux dire, c'est quoi qui fait que, en fait, premièrement, t'as-tu douté à un moment là-dedans dans ce processus-là? Puis, je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on va de l'avant en plein pendant que l'économie essaie de se redresser, puis qu'on voit des signaux d'alarme un peu partout, là, je veux dire, en ce moment, on voit les taux d'intérêt qui s'affolent, on voit c'est pas le contexte économique le plus favorable pour faire l'acquisition d'une entreprise, là. Ouais. Ben, j'ai pas nécessairement de bonne réponse, mais moi, la réponse que je me suis donnée pour faire l'achat de la parapharmacie, ben, premièrement, c'est comme je disais, à la base, ça a été une bonne étude exhaustive des chiffres de l'entreprise. Une rencontre, en fait, à quelques reprises avec l'ancien propriétaire pour, ben, évidemment, filer l'équipe, voir est-ce que c'est un one-man show, est-ce que finalement c'est un feu de paille, ou S'il il y a s'en va, vraiment... c'est fini, ça s'écroule. Ouais, c'est ça. Ou il y a Ouais. vraiment une intention de léguer et de transférer les acquis puis les actifs là, de son entreprise. Fait que ce processus-là a duré à peu près, c'est arrivé en novembre 2021. Écoute, ça a duré presque 4 mois, l'analyse finalement de l'entreprise. Et il y a un premier chiffre qui a été mis sur la table du côté de l'ancien propriétaire là, de la para. Puis, évidemment, on était complètement contre Mais excuse-moi, mais toi, t'es pas content? Tu sais, comme quand t'as évalué les états financiers et tout, ou juste la façon que le business était Ou structuré avez-vous pour retenu savoir les si- services de quelqu'un, Ouais. un professionnel, ou... Ben, à la base, c'est moi qui ai fait l'analyse. Je veux dire, ça fait plusieurs années que c'est moi qui gère souvent les budgets d'une entreprise, là, que ce soit les ventes, le marketing, les ressources humaines. Fait que, j'avais une bonne idée de comment regarder des états de résultats d'une entreprise. Mais c'est sûr qu'une fois que j'avais fait ma première analyse, après ça, ben, on a fait affaire avec un comptable externe qui, lui, nous a donné son regard sur la santé de l'entreprise. Parce que, il n'y a pas juste les chiffres. Les états de résultats, c'est une chose. Après ça, le bilan prévisionnel en est une autre. Et souvent, c'est là où le bas blesse dans une petite entreprise. Les gens ne font pas de bilan prévisionnel, donc ils ne font pas genre, ah ben, ça va être quoi mes 3 prochaines années, on n'a pas le temps de se rendre là, mais fait qu'on on a essayé de se projeter finalement, on a essayé de faire un premier plan d'affaires avec un bilan prévisionnel pour être capable de dire, ben, OK, sur 24 mois, si on prend les chiffres actuels de l'entreprise, on s'en va où dans les 2 prochaines années, puis à partir de là, on savait à peu près ce que la parapharmacie allait générer comme chiffre d'affaires. Puis, à ta question, Marc-Antoine, ben, avec ce bilan-là et l'analyse des états de résultats, ben là, on a été capable de se dire, ben, voici la valeur de ce que vaut
à nos yeux, puis selon notre analyse, l'entreprise de la parapharmacie, et on était déjà super motivés. On savait qu'on tenait quelque chose qui était vraiment intéressant parce que le concept de vente en ligne existe, il est déjà bien implanté avec des multinationales comme on connaît, mais le côté personnalisé, le côté consultation, le côté vente aux thérapeutes et aux cliniques, c'est quelque chose qui est une niche encore. Puis, on savait qu'on tenait une plateforme qui avait fait ses preuves et qui avait déjà une liste de clients très intéressante. Fait que c'est comme... pour nous, la décision était presque prise à 100% que c'était un oui. Maintenant, c'était une question de s'entendre sur les chiffres. Dans l'histoire de l'acquisition, finalement, il y a 2 événements marquants qui ont fait qu'aujourd'hui, on a cette discussion sur mon rôle avec la parapharmacie. La première, c'est le conseil que je me donne encore aujourd'hui puis que je donne à tous, c'est l'ouverture sur le macro, en voulant dire ouvre-toi aux informations à l'extérieur de ton petit chez-toi, de ta petite business, de ta petite communauté. C'est comme va chercher de l'information à l'étranger sur c'est quoi les tendances. Puis prends ces informations-là puis essaie de les ramener toujours sur ta réalité. Mais tu sais, c'est comme nourris-toi de ce qui se dit dans ton industrie ou sinon dans d'autres industries. Puis moi, ça a toujours été ma façon de faire. Tu sais, je prétends pas être un inventeur et un créateur de grandes nouveautés. J'ai surtout été quelqu'un qui a toujours été capable de vulgariser ce que j'entendais à l'extérieur, dans d'autres industries, que ce soit dans le cosmétique, que ce soit en finance, que ce soit dans le sport. Tu sais, chaque grande industrie a fait des bonnes choses, puis ils développent des outils ou des méthodes d'opération, puis je me suis toujours inspiré de ces autres industries-là pour ramener des manières de faire à l'intérieur des compagnies pour lesquelles j'ai travaillé et à même la parent. Une des choses qui m'a beaucoup influencé, c'est Patrick et moi, on a pris la dernière année, donc l'année avant l'acquisition de la parapharmacie, on l'a pris à faire une tournée de tous les grands salons de l'industrie des produits de santé naturelle et du cosmétique. Et on se faisait un devoir d'aller assister à toutes les présentations là, de grandes personnalités qui donnaient les tendances sur l'industrie, tant en chiffres que vers où on devrait se diriger. Et il y a quelque chose qui se répétait constamment, c'était l'importance d'instaurer dans ton entreprise des services personnalisés. Ça veut dire que tu peux vendre du probiotique comme magasin de produits de santé naturelle, c'est une chose. Mais si tu y ajoutes un service de test de microbiote et que ton test de microbiote, dans le fond, il est appuyé par une consultation de ton naturopathe, puis qu'à la fin de ça, tu es capable de proposer non pas un probiotique, mais le probiotique qui correspond exactement au profil de santé de ton client. Hey, là, l'effet entonnoir est complet. On s'en va de plus en plus vers le clé en main, puis le complètement, la prise en charge de A à Z. Là. Et l'autre chose aussi, tu sais, là, on est dans je trouve que le podcast, il arrive dans un moment charnière au niveau de l'intelligence artificielle dans les industries. C'est exactement la tendance aussi qui était nommée dans les différentes conférences, c'était l'importance d'intégrer à une échelle réelle, donc selon ta grosseur d'entreprise, le plus possible l'intelligence artificielle dans les services que tu offres. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va automatiser ou faciliter l'analyse des données de ton client ou de ton patient. Nous, dans notre cas, la parapharmacie, c'est une plateforme qui est 100% custom, donc ça veut dire qu'elle a été montée vraiment tout en programmation
Et ça nous permet, avec l'équipe de programmation, d'aller instaurer plein de petits paramètres d'intelligence artificielle qui mesurent finalement la navigation du patient, d'implanter des services de consultation en ligne ou avant même que ça soit un thérapeute qui te répond, il y a déjà un filtre de bilan de santé qui est fait par je vais dire, un robot en arrière. Puis après ça, ben, c'est travailler avec des fournisseurs qui ont des services où l'analyse des données se fait par un système d'intelligence artificielle beaucoup plus développé qui te permet de dire, si on revient à notre exemple de microbiote, ben, au lieu de faire du séquençage de 1 unité de prélèvement anti-sel, désolé si vous mangez, ben, on fait un prélèvement, puis c'est envoyé dans une banque de 100 000 différents types d'échantillons qui te ramènent finalement ta compatibilité sur un profil d'enzymes ou de bactéries. Je ne veux pas perdre le monde. Là, non, mais moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est parce que là, je me rends compte, des fois, en fait, il y a différentes acquisitions d'entreprises, transferts d'entreprises qui se font. Souvent, il y a des transferts d'entreprises où la valeur va se baser sur le passé. Qu'est-ce qui a été fait dans le passé? Ben, ça fait sa valeur au jour aujourd'hui. Il y a des entreprises qui vont se vendre sur c'est quoi sa valeur dans le présent, parce qu'il y a une espèce de contexte, il peut y avoir un contexte social, économique, politique qui fait en sorte qu'une entreprise va avoir une valeur X dans le temps présent parce que l'opportunité, elle est là. Puis souvent, il va y avoir, ben pas souvent, mais aussi également, il va y avoir des entreprises qui la valeur va être établie selon le potentiel dans le futur. Tu sais, je t'écoute parler, puis ce que je vois clairement, puis ce que j'entends surtout, je te dirais, c'est vous avez fait l'acquisition d'un modèle d'affaires qui avait fait un peu ses preuves, mais c'est surtout sur ce qui s'en vient dans le futur que vous investissez. Quand tu investis comme ça, quand tu fais ce move-là, comment tu fais pour justifier ça auprès d'une institution financière, quand tu vas chercher du financement, tout ça? Ben, tu peux pas juste faire du prévisionnel ou juste de la projection, ça passera pas. Je veux dire, non, je sais. On appelle ça une idée. Tu sais. Ouais, non, c'est une idée, mais je veux dire, le concept existait, Philippe, mais en même temps, il y a beaucoup d'investissements à venir pour amener ça au niveau que tu nous parles là. C'est plus, moi, pour compléter de la question, je veux savoir, tu sais, comment tu fais pour justement financer l'acquisition de cette entreprise-là, tu sais? Ben, c'est là où arrive le deuxième élément important qui a fait qu'aujourd'hui, on a cette conversation. C'est quand l'offre a été déposée, on l'a refusé de l'acheteur, du vendeur, excusez-moi. On a dit non. Tu sais, nous, on juge pas que la valeur de la parapharmacie vaut X. On pense plus que ça vaut Y. Et puis, on s'est ostiné pendant pratiquement presque 2 mois. Sur la valeur. Puis on était prêt à perdre au change parce que, dans le fond, on se disait, ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter avant nous parce qu'on savait qu'il y avait d'autres joueurs qui se présentaient. Mais on était comme, tu sais, je pense que c'est un peu comme l'immobilier à la limite. Là, quand tu connais le montant que tu es prêt à mettre, puis la valeur que tu juges l'entreprise, ou si on fait notre comparable à la maison, à un moment donné, tu fais comme, regarde, moi là, ma ligne est là, je la trace là. C'est-à-dire que je me respecte en termes de capacité financière, puis je respecte la valeur que ce que je vois de l'entreprise. Le propriétaire, il est décédé au moment où on finalisait l'offre d'achat. OK, vous, c'est des locks par-dessus. Ouais, là. Fait que là. Je dirais pas le mot lock, par exemple, parce qu'il y a quelqu'un de décédé dans l'histoire. Ouais, je veux bien, mais pour eux, pogner à gérer ça avec la succession qui veut se débarrasser de ça au plus vite. Ouais. Ben voilà. Fait que là, la situation se présente. Malheureusement, effectivement, l'ancien propriétaire décède subitement. Et on se retrouve à parler à sa conjointe, à sa femme, puis elle n'a aucune idée
elle n'a aucune idée de la gestion d'une entreprise, mais elle est au fait de tous les détails de la négociation. Donc, on est reparti dans une ronde de négociation, mais avec la femme de l'ancien propriétaire qui était malheureusement décédé. Et écoute, ça aussi, ça a duré un autre 3 mois dans lequel elle avait compris que la seule façon de pouvoir sortir gagnante, entre guillemets, de négociation d'achat et de vente, c'était par des avocats. Fait que, la réalité, c'est qu'on a passé 3 mois en négociation entre nos avocats et les avocats de la succession. Aïe, aïe. Fait qu'on a mis quelques milliers de dollars en avocats qu'on n'avait pas budgété parce qu'on pensait que nous autres, on signait seulement une vente, une acquisition, puis qu'on se faisait une convention entre nous deux. Fait qu'on se disait, bof, tu sais, si on met 1000$ d'avocat, c'est bien beau. C'est pas du tout ce qui est arrivé. Fait que ça, ça a changé un petit peu la donne. Après 3 mois, maintenant, on s'est regardé, mon partenaire et moi, puis on a dit, hey, là, on n'a rien acheté, on n'a même pas vendu, puis on a quelques dizaines de milliers de dollars là, de passés en avocat. Mais en même temps, ça a été le meilleur move qu'on a pu faire parce que ce qu'on a fait, c'est que on a profité de l'occasion de la discussion entre les avocats pour dire à notre avocat, ben écoute, on va vraiment faire on va premièrement faire un contrat qui est hyper béton. On va se donner des clauses de refus. On va se donner une période de grâce dans l'acquisition de l'inventaire. En voulant dire, on a mis plusieurs clauses sur si le produit a moins de 6 mois. OK, la gestion de l'inventaire, la gestion de l'inventaire, exactement. Là, fait que tout ce qui était gestion d'inventaire, tout ce qui était les biens, là, on se donnait des périodes d'évaluation si ça valait la peine de garder ou pas ces inventaires-là. Fait que, puis, si on retirait de l'inventaire, ça baissait la valeur de l'entreprise. Fait que, finalement, on est rentré, grâce à cette négociation-là par avocat, on a pu rentrer l'équivalent d'à peu près 1 mois avant la signature et l'acquisition. Et on a fait un ménage complet dans l'inventaire de cette entreprise-là, autant les biens que les produits finis. Et ça nous a permis de baisser de plusieurs dizaines de milliers de dollars la valeur de l'entreprise. Fait que finalement, ce que ça nous a coûté en avocat, vous l'avez sauvé en gestion. On l'a sauvé dans la gestion de l'inventaire. Fait qu'il y avait un plus finalement dans cette histoire-là. Puis on a réussi à se faire une super bonne convention des actionnaires aussi, qui nous donne la possibilité aussi d'intégrer d'autres partenaires dans un cours futur sans être là, pris à devoir re-signer encore une nouvelle entité d'affaires là, avec des avocats. Fait que, ça a été ce que tu as dit, Marc-Antoine, comme une loc. Oui, c'était une loc, mais en même temps, ça a été un cauchemar pendant 3 mois qui est devenu finalement une super belle opportunité. Je pense que c'est la clé dans une acquisition d'une entreprise qui est déjà implantée. C'est fais tes devoirs, de bien analyser la valeur de l'entreprise, de ses services, ou sinon du produit qu'elle offre. Puis après ça, c'est vraiment... C'est la partie tough, en fait. Là. Ouais, puis après ça, c'est vraiment d'intégrer tout de suite la partie légale. Ça veut dire, tu négocies pas par des émotions, hein, tu négocies par des chiffres. L'argent, ça n'a pas d'émotion. Hein. Fait que c'est vraiment, t'impliques les avocats, tu t'établis vraiment ton cadre. Je parlais tantôt de méthode organisationnelle, de structure organisationnelle, mais c'est vraiment, ça se traduit dans le côté légal. Ça veut dire, qu'est-ce qui définit finalement les paramètres légaux de ton entité d'affaires? C'est ce qui va finalement déterminer ta relation avec ton partenaire, ta relation avec tes investisseurs. Puis, au niveau du financement,
c'est ce qui va démontrer à ton institution ou à tes investisseurs le sérieux de l'affaire. Tu sais, c'est, dans le fond, le plan d'affaires, c'est quoi? C'est l'analyse que tu as faite. Fait que tu démontres que tu as bien étudié les états de résultats, que tu as établi un bilan prévisionnel, que tu as un cadre légal. Puis après ça, ben ta vision, tout le monde va. C'est rare qu'une institution financière ne va pas acheter ta vision parce que dans le fond, ils sont. C'est là où tu bats tout le monde. Je veux dire, ta vision se différencie mais c'est des autres. En même temps, c'est arbitraire. Je veux dire, ta vision, c'est pas ma même vision que moi. C'est ça, exactement. Puis, faut, en tout cas... Mais la banque ne va pas dire oui ou non sur ta vision. Honnêtement, pour l'avoir testé, là où elle va dire non, c'est si tu n'as pas fait tes devoirs, puis si tu n'as pas, comme je disais, une bonne analyse de ton entreprise, si tu n'as pas un cadre légal. Peux-tu financer à 100% par la banque? Jamais, parce que c'est par la loi, c'est le principe, mais tu peux aller chercher quasiment 80% de financement. Ouais. Fait que ça vaut quand même la peine. T'sais. Puis, la question est super bonne parce que, en fait, nous, on était capable de l'acheter. À deux, avec les fonds qu'on avait personnels chacun, on était capable d'acheter l'entreprise. Mais moi, je viens de la vieille école qui est pourquoi utiliser ton argent quand tu peux utiliser l'argent des autres? Exact. Oui. Il y a bien du monde qui ont fait ça pendant la pandémie. Ben exactement. Puis, tu sais, c'est pas de mauvaise foi ce que je dis. Moi, dans le fond, c'est juste que je me disais, est-ce que je prends mon argent et que je me crée finalement un taux d'intérêt pour me rembourser? Ou je passe par une institution, puis en fait, je démontre mon sérieux. Je me crée un partenaire au niveau du financement. Parce que, tu sais, si tu achètes par toi-même, ben, tu n'existes pas au niveau d'une institution financière. Fait que le jour où tu as besoin d'aide, ben, l'institution financière va dire, ben, je te connais pas. Fait que c'est là où j'ai fait comme, OK, non, j'ai dit à mon partenaire, laisse-moi monter finaliser en fait le plan d'affaires, puis laisse-moi déposer à 2-3 institutions financières notre plan, puis on va voir qui va finalement répondre le plus positivement. Finalement, nous autres, c'est RBC qui a embarqué dans le projet. Qui a embarqué dans le projet. On aurait pu avoir une autre institution financière super intéressée, mais on est allé avec RBC puisque c'est l'institution financière qui finance déjà les entreprises Herbasanté. Mais tu parles de l'argent des autres, là, vous avez quand même mis 20% de mise de fonds à deux? Oui. Oui. Mais toi, ta mise de fonds, tu l'as pris t'as pris ton argent finalement ou t'as trouvé un autre financement? Les deux. Fait que dans le fond, j'ai mis une partie dans le fond de mes épargnes personnelles dans l'entreprise. Puis j'ai un investisseur qui est venu m'appuyer là, dans ma portion finalement d'action. Puis tu vois, mon partenaire, lui, la même chose. Il a utilisé sa compagnie de gestion pour financer sa partie. Fait que ta portion à toi, vous êtes 2 actionnaires dans ta portion à toi. Plus maintenant, mais au niveau, le jour où il fallait déposer les fonds. Il y avait quelqu'un avec toi en appui financier. Il y avait quelqu'un avec moi. Un ange financier, en fait. Là. Oui, exactement. Okay. Puis là, il est déjà remboursé, cet ange-là. Oui, exactement. Je savais que j'allais faire un move au niveau immobilier, puis j'avais projeté que j'allais être capable de rembourser, puis ça a été le cas. Fait que dans ma situation, tant mieux. Mais tu sais, je pense que ce qui est important dans le côté financement, c'est, tu sais, encore là, c'est vraiment de te monter un modèle très clair de ce que tu peux, ta capacité de rembourser si tu es un investisseur. Puis tu y vas hyper conservateur. Là. C'est comme, c'est la partie la plus plate. Là, quand la banque elle te demande tes projections de vente, là, sois le plus plate possible, le plus pessimiste possible, quitte à surprendre tout le monde, mais sois le plus réaliste ou le plus conservateur possible. Puis démontre ta capacité au plus bas
de ce que tu pourrais rembourser. Là, ben, tu établis un plan. Au niveau du financement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans des chiffres de vente hyper conservateurs. Puis, on s'est donné un taux, un taux d'intérêt plafond qu'on ne voulait pas dépasser. Parce Oui, que il y a ça aussi en ce moment. Là, si tu finances. Ouais, c'est ça. C'est un peu la folie des taux d'intérêt. Puis, il faut que tu trouves le bon. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, en ce 30 janvier, je pense que mon crayon serait doublement aiguisé, mais en même temps, tu sais, que tu empruntes à 6% ou que tu empruntes à 3%, la réalité, c'est quoi ta capacité de remboursement? En combien de temps? Si ton chiffre d'affaires te permet de rembourser, si ton plan budgétaire te démontre qu'à 6%, ben, tu es capable de rembourser en 3 ans, en 4 ans ou en 5 ans. Ah, tant mieux, écoute. Tant mieux, là, c'est ça, je veux dire, c'est pas le taux d'intérêt qui va t'empêcher de faire des affaires. Non, c'est juste de voir que... si tu es capable d'avoir du cash flow en même temps, de la liquidité, puis d'être ça. capable de te revirer s'il y a des imprévus, s'il y a des... c'est multifactoriel. Le taux d'intérêt, c'en est un, mais c'est parce que ça a un impact sur tout le reste de ton entreprise. Oui, exactement. Tu sais, puis ça l'amène à la suite, finalement, tu sais, de l'acquisition. C'est que, bon, une fois que l'institution financière RBC nous a prêté un montant, ce montant-là, pour nous, il a servi à acheter, à payer, en fait, la valeur, on appelle ça le goodwill, dans le fond, la valeur de l'entreprise, puis l'inventaire. Et à partir de là, ben, on a mis ce frais de remboursement-là du prêt sur le fonds de roulement, puis on roule depuis septembre à rembourser notre institution financière, puis à gérer notre cash flow. Puis c'est quelque chose qui est super intéressant dans la manière d'opérer. Là, une fois que tu as réussi à passer le stade du financement là, par une institution financière ou par un investisseur, bien après ça, là, moi, je trouve que c'est là le vrai sujet. C'est là où ça commence. Parce que quand tu as passé cette étape-là, après ça, une chose que je savais, mais qui est encore plus réelle quand tu gères une entreprise, c'est ton flux de trésorerie. Mm-hmm. Ça veut dire, c'est fais ta job de dire, bon, OK, je prévois faire un chiffre d'affaires de mettons, X millions par année, mais la réalité, c'est combien tu vas faire par mois. À la limite, combien tu vas faire par semaine. C'est quoi tes dépenses par semaine ou par mois. Si tu es capable d'aller jusqu'à ce détail-là, là, tu es en business. Mm-hmm. Parce que ça veut dire que tu contrôles à peu près toutes tes étapes. Donc, dès que tu as une variation, tu es capable de flaguer, « Hey, attends une minute, là, on s'en va pas dans la bonne direction. » Fait qu'il faut prendre une décision. Tu sais, quand tu es une petite entreprise, la décision, elle se prend vite, là. Ouais. Tu sais, je garde-tu 100% de mon staff? On réduit-tu au niveau d'un fournisseur? Est-ce qu'on achète tout de suite ce matériel-là? Ce lot de produits-là ou ces choses-là. Ouais, non, c'est clair. Ben là, au moins, t'es les deux pour y penser. Ouais. Quand t'es tout seul, tu réfléchis avec toi-même dans la douche, c'est plus tough. Ouais, exactement. T'as des menstruations entrepreneuriales comme Marc-Antoine, des fois. Exact. Puis, Pas facile. Ouais. Mais... Ah ben c'est ça, tu sais, puis ce qui arrive, c'est que quand tu as tous ces éléments-là réunis, ben là, après ça, il commence à y avoir des investisseurs qui te regardent. OK, vous avez déjà des investisseurs après juste une couple de mois? Écoute, ça a été vraiment intéressant premièrement, de se faire appeler, de recevoir des appels d'investisseurs et pas seulement Québec, mais à l'étranger, qui disent on vous voit aller sur le web, puis on aime votre modèle, parlez-nous un peu. Fait je raconte à peu près la même histoire. Et ils font, enfin, ceux qui ont été les plus sérieux, ils font à peu près le même processus que j'ai fait au début avec l'ancien propriétaire. Puis, ben écoute, en ce moment, on a sur la table les États-Unis sur
notre cahier de développement, notre pipeline de développement 2024. Et puis on a un investisseur canadien là, qui veut pousser encore plus les services personnalisés à travers la plateforme. Donc, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce qu'on a une très bonne structure organisationnelle, c'est facile d'évaluer avec un investisseur la valeur de ce que l'investisseur peut ajouter à l'entreprise. Et puis, mesurer finalement, ça prendrait combien de temps pour faire un développement? Parce que, moi, je dis tout le temps, ton idée est super bonne, là, mais la réalité, c'est que ton idée, elle vaut combien? Donc, ça va nous demander combien d'investissements pour être capable d'arriver au chiffre d'affaires que tu nous parles. Parce que c'est plus le chiffre d'affaires qui compte quand tu as démarré l'entreprise, c'est quoi l'investissement pour arriver au chiffre d'affaires? Puis, si l'investisseur n'est pas capable d'appuyer son investissement, ou si on n'est pas capable de démontrer par d'autres institutions qu'on peut aller chercher des fonds pour faire rouler cette nouvelle opportunité-là, on le met sur la glace, là, ça donne rien de se brûler. Fait que c'est ce qui trame pour la parapharmacie. Dans le fond, on avait comme vision vraiment d'intégrer plus de services personnalisés, d'être à la fois commerce de détail, mais aussi manufacturier. Puis c'est vers ça qu'on s'en va. Très cool. Wow. On a déjà 1h20. C'est ça que j'allais dire. On aurait pu continuer pour la nuit, je pense. Hein. Ça aurait fonctionné. Hein. J'aurais plein d'autres questions, mais à un moment donné... Ouais, on a des impératifs de temps à respecter aussi pour le podcast. Hein. Wow. Exact. Hey, merci Phil, c'est vraiment écoute, c'est une bonne discussion, beaucoup d'informations, je trouve ça inspirant pour vrai de voir, malgré tout ce qu'on entend en ce moment au niveau économique, on parle de vent contraire, de situations pas faciles, de voir justement quelqu'un comme toi, puis Patrick que je connais bien aussi, qui est ton partenaire en affaires, de faire le move, d'avancer, puis de juste se dire en faisant bien les choses, on va avancer, on se lance, puis en tout cas, tu me sembles être une personne qui a pas de regrets jusqu'ici. Fait que, c'est sûr que les nouvelles à la TVA sont pas là pour parler des histoires de succès des gens. Non, c'est ça en ce moment, c'est tout ce qu'il y a de pire qu'on entend en ce moment. Faire peur un peu, puis le monde a peur, puis exact. Ouais, non, mais écoute, je pense que le résumé de notre rencontre aujourd'hui, c'est pour moi, c'est fais tes devoirs, mesure, prends le temps de bien évaluer si ça répond à tes propres besoins. Puis, je dirais, aie pas peur d'être sexy. Mais c'est tough à savoir, pareil, quand il y a une opportunité, tu sais, comme tu dis, fais tes devoirs, mais c'est bien beau regarder les chiffres, mais tu sais, comme, à un moment donné, des fois, c'est des business que tu connais peut-être pas nécessairement, ou des choses comme ça, fait que ça peut être dur quand même. Ouais, mais c'est ça, c'est là où je trouve ça risqué. Moi, c'est pas vrai là, que j'aurais regardé pour acheter une business de fabrication de Tupperware, mettons. Tu comprends? Je dis n'importe quoi. Quel bel exemple. Oui, ok, ouais. Tu sais, je veux dire, je l'ai pas, cette expérience-là. Moi, tu me mets un moule à plastique devant moi, puis une chaîne d'opération. Je suis désolé, là, mais je suis peut-être pas le meilleur candidat. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu te concentres sur tes forces, puis il faut que tu t'entoures de partenaires d'affaires qui te complètent. Point. That's it. Moi, je pense que on pourrait faire là, le tour de pas mal qu'est-ce que le profil entrepreneurial, là, mais tantôt, je disais, sois passionné, sois curieux, entoure-toi, puis, mesure, calcule, puis sois sexy. Moi, je trouve que ce mot-là, là, c'est quelque chose depuis 2 ans dans ce que vous dites, là, on entend bien des choses noires sur la réalité économique, là, mais c'est quoi? Être sexy, ça l'attire le monde. Ouais. Ça l'attire le monde. Ton image, ta manière d'être, ton expérience client, plus tu es sexy, plus le monde va dire « Hey, tu sais quoi, ça me tente de faire affaire avec toi. »
Exact. C'est un très bon conseil. Regarde, pas pour rien que vous Hey, êtes c'est une belle ensemble. finale. C'est pas pour rien que vous êtes ensemble. Regarde Tristan comme il est sexy. Ah! Ok. On va. Un beau mot. On s'éternisera pas sur le sujet. Mais écoute, Phil, merci vraiment beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ça a été un très bon épisode, très complet. Puis bien content de ton parcours, puis de voir que vous avez du succès avec votre entreprise. Ça a l'air bien parti, puis d'après moi, vous savez où vous en allez. Merci. Ben, merci, messieurs. Ça va me faire plaisir de revenir prendre un verre avec vous. Merci, Yes, Phil. sir. C'était super. Yeah. Ok, Tristan, sur ces belles paroles, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Ah oui. Puis, il vient juste d'être dit il y a pas si longtemps. Soyez sexy. Ça va être mon mot de la fin pour aujourd'hui. J'avais fait vos devoirs jusqu'à temps que Philippe dise soyez sexy. Fait que on va y aller soyez avec sexy sur le prochain sexy. épisode. Yes. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit à la prochaine. Salut. Merci.